Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur les réquisitions du parquet dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National. Marine Le Pen peut-elle vraiment encore croire en ses chances ? Est-ce que Jordan Bardella a désormais un boulevard vers l'Elysée ? Analyse dans un instant, nous serons avec Guillaume Roquette. Nous parlerons également de la très houleuse commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous savez que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a plaidé ce matin pour une réforme du système en profondeur. Elle était auditionnée par cette commission d'enquête. Alors une réforme, oui, mais pourquoi faire ? Ce sera notre deuxième partie. Et puis l'historien Pierre Mananti sera avec nous. Il publie une passionnante enquête sur l'héritage du RPR, 3 lettres qui résument à elles seules 25 ans d'histoire de la droite française et qui suscite aujourd'hui une grande nostalgie justement à droite. Pierre Mananti nous racontera les fruits de son enquête. Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. On va parler de votre baromètre mensuel Verian pour le Figaro Magazine avec une petite surprise ce mois-ci qui était en tout cas assez inattendue il y a quelques semaines. Quelques mots d'abord sur un procès qui suscite évidemment énormément de commentaires tant l'enjeu est fort. Le parquet a requis cette semaine 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen dans le procès en appel des assistants parlementaires du Front National. Réquisitions qui sont aussi sévères que lors du jugement en première instance. Dans le détail, donc on l'a dit, 5 ans d'inéligibilité, 100 000 € d'amende et puis une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis. La seule différence, c'est sur l'exécution provisoire de cette peine d'inéligibilité, mais en réalité, est-ce que l'avenir de Marine Le Pen n'est pas quasiment scellé aujourd'hui sur le plan politique ? Alors tout dépendra effectivement de la décision des juges, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, sachant que vous l'avez rappelé, les réquisitoires sont à peu près équivalents à ceux du procès en première instance, on peut imaginer que le jugement sera lui aussi proche. Et donc, à moins d'une condamnation à une inéligibilité de moins de 2 ans, le fait... Oui, c'est ce qu'elle espère, c'est ce qui peut, entre guillemets, la sauver. Exactement, c'est ce qui peut la sauver. Mais sinon, malgré l'absence d'exécution provisoire, sa candidature en 2027 est compromise. Et c'est un vrai sujet politique. Est-ce que vous pensez qu'elle y croit encore, Marine Le Pen ? C'est vrai qu'on se pose la question parce qu'elle a, par exemple, d'ores et déjà affirmé qu'il y aurait, en cas de condamnation lourde, un pourvoi en cassation, mais qu'elle annoncerait malgré tout sa décision, ou plutôt décision peut-être forcée, mais en tous les cas, que l'identité du candidat du Rassemblement national serait connue dès le lendemain du verdict en appel. Est-ce que vous pensez, oui, qu'elle croit encore en ses chances ? J'en suis pas certain. Effectivement, cette annonce, qui est une forme de responsabilité d'ailleurs, qui contraste assez fortement avec la pléthore de candidatures dans la droite de gouvernement, où personne n'est d'accord pour savoir s'il faut une primaire, qui y participerait ou non, à quel moment. Au moins, au Rassemblement national, les choses sont organisées. Et c'est vrai que Marine Le Pen est consciente que son retrait, ou son impossibilité plutôt de se présenter, fragiliserait son parti, parce que Jordan Bardella n'a pas la même expérience politique, ni même la même légitimité qu'elle. Et donc, pour ça, il faut essayer de planifier, d'anticiper au maximum les choses du côté de ce parti. Alors après tout, rien n'oblige les juges évidemment à suivre les réquisitions du parquet. L'arrêt d'appel sera rendu au cours de l'été. C'est ce qu'ils ont affirmé. Mais c'est vrai qu'on voit mal comment un nouvel élément pourrait permettre à Marine Le Pen d'éviter cette inéligibilité qui soit supérieure à 2 ans. Est-ce que, quand on regarde la stratégie de défense du Rassemblement national, et elle avait été assez critiquée lors de la première instance, est-ce qu'elle s'est trompée de stratégie de défense ou bien est-ce que le dossier était de toute façon trop chargé, si je puis le dire ainsi ? Alors c'est vrai que en première instance, elle a nié tout en bloc et entre guillemets pris de haut le tribunal, alors que cette fois, elle a plutôt reconnu, elle et les autres personnes présentes devant le tribunal, des maladresses, le caractère un petit peu inconséquent de ce qu'ils avaient fait. Sur le fond, ça ne change rien à l'intime conviction des juges. Et c'est-à-dire qu'il y a eu détournement de fonds. Et je pense que c'est un vrai problème parce que
les magistrats, me semble-t-il, n'ont pas à décider à la place des électeurs qui est digne ou non de se présenter à l'élection. Il faut quand même rappeler que Marine Le Pen, c'est la chef de l'opposition en France depuis maintenant près de 10 ans. Je rappelle qu'elle a été présente au second tour en 2017, au second tour en 2022, et qu'elle aura été certainement présente au second tour la prochaine fois, si elle pouvait, ou si elle avait pu, si on doit parler au passé, se présenter. Alors, la question c'est, les faits sont-ils suffisamment graves pour empêcher le peuple français de se prononcer? Et moi je pense que non. Donc les juges... C'est un déni démocratique de la part des juges? Alors oui, parce que moi je suis contre le principe de l'inéligibilité. C'est-à-dire que si quelqu'un mérite d'être sanctionné, eh bien dans ces cas-là on le met en prison. Si quelqu'un mérite d'être sanctionné financièrement, on lui donne une amende. Mais là, si vous voulez, je ne vois pas... Le principe de l'élection, c'est que ce sont les électeurs qui décident qui est, selon eux, digne ou non d'occuper une fonction. Et je pense que les juges n'ont pas à prendre cette décision. Cela dit, ce qu'ils répondent, et ils ont raison factuellement, ils appliquent la loi. Exactement, ils appliquent la loi. Sauf que la loi leur a donné une marge de manœuvre. Et que donc, les peines ne sont jamais automatiques. Mais c'est vrai que les juges peuvent dire « nous respectons la règle ». Je pense qu'une décision d'inéligibilité de plus de 2 ans fracturerait encore la société française par rapport à ce qu'on appelle, pour aller vite, les élites, c'est-à-dire les instances dirigeantes. Et je pense que ça nourrirait la colère dans le pays. On peut très bien juger qu'il est anormal que l'argent de l'Europe pour le parti du RN ait servi à financer du secrétariat, le garde du corps de Madame Le Pen, le majordome de Jean-Marie Le Pen également. Oui. Exactement. Mais je pense que ça n'est pas suffisamment grave pour interdire à quelqu'un de se présenter à une élection. Est-ce que vous pensez, comme le dit par exemple Marion Maréchal cette semaine, que si ça n'avait pas été Marine Le Pen, mais par exemple Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou, eh bien la sentence des juges eût été différente? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Simplement, ce que je constate, c'est que quand il y a un empêchement judiciaire à une élection, ça touche plutôt des gens de droite. Je constate qu'effectivement, il y a Marine Le Pen. Je constate que le parquet national financier avait fait preuve d'une célérité inédite dans l'histoire de la justice française pour engager des poursuites contre François Fillon en 2017. Donc, je constate ça. Après ça, moi, je ne suis pas capable de dire qu'il n'aurait pas pris la même décision pour un candidat de gauche. Simplement, je remarque ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est plutôt du côté droit de l'échiquier que ce genre de mesure est prise. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire acte de contrition, Marine Le Pen, stratégiquement dans sa défense, et de dire, écoutez, voilà, c'est vrai que nous avons un peu joué avec les règles, nous les avons en tout cas interprétées dans un sens qui au fond nous a arrangé et qui, c'est vrai, était peut-être tendancieux. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous reconnaissons que ça a été une mauvaise utilisation de notre part des deniers publics, et donc ainsi nous reconnaissons notre faute. Mais est-ce que ça n'aurait pas pu jouer notamment sur la question du risque de récidive dans l'esprit des juges? Alors, c'est possible, mais... le choix qui avait été fait en première instance n'avait pas été celui-là. Et donc, Marine Le Pen aurait donné le sentiment de se déjuger ou d'avoir presque menti en première instance en prenant une attitude complètement différente lors du jugement en appel. Parce que, sur le fond, moi, je ne suis pas choqué par le fait que l'argent mis à la disposition d'un parti servent à ce parti. Je sais que c'est interdit de façon explicite par le Parlement européen, mais par exemple en France, les règles ne sont pas les mêmes. Quand vous avez un certain nombre de députés, vous avez droit à une allocation publique qui permet de faire fonctionner le parti, y compris votre secrétariat, y compris le garde du corps. Donc c'est pas comme si cet argent avait été détourné à des fins personnelles par Marine Le Pen. C'est effectivement l'un des arguments effectivement qu'elle a invoqué et qui n'a visiblement pas convaincu les juges. Alors sur la stratégie, on l'évoquait, la stratégie de défense,
stratégie de communication, elle, a beaucoup évolué parce qu'on l'avait vu après le jugement en première instance, eh bien, elle s'était précipitée aux 20h de TF1, à peine sortie du tribunal. Elle avait également envoyé ses lieutenants dans les différentes matinales radio et autres. Cette fois-ci, eh bien, pas un mot. C'est vraiment le minimum qui a été la stratégie du minimum qui a été choisie par le Rassemblement national. Est-ce que ça accrédite pas l'idée selon laquelle, au sein du RN, dans l'état-major du RN, on se dit au fond, la messe est dite? C'est possible. C'est possible. Il y a peut-être aussi l'idée que il ne faut pas essayer de braquer les juges. En criant à l'injustice et à une forme de décision politique des juges. Donc Marine Le Pen espère qu'avec cette position plus accommodante, à la fois pendant le procès, où elle était moins virulente sur ses positions, en disant je n'ai absolument rien fait de mal, et de la même façon qu'il y a cette discrétion de communication, elle espère sans doute ainsi avoir la mansuétude des juges. Pour le reste, je pense qu'effectivement, il se prépare déjà à la prochaine étape, c'est-à-dire à la mise sur orbite présidentielle de Jordan Bardella. Qu'est-ce que ça change dans la campagne du Rassemblement national? Parce que c'est quand même pas la même chose. Marine Le Pen, Jordan Bardella, il y a des lignes qui sont quand même assez différentes. Jordan Bardella est davantage libéral, on le dit beaucoup plus proche des milieux, on va dire, du patronat, etc. Là où Marine Le Pen, elle se donne une image beaucoup plus proche du peuple. Qu'est-ce que ça va changer dans la campagne du RN? Alors, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où les deux ont à la fois des niveaux de popularité équivalents et des intentions de vote qui sont assez proches. Moi, je pense que ce qui va changer, au fur et à mesure qu'on se rapprochera de l'échéance, si c'est Jordan Bardella qui est effectivement le candidat, c'est que les Français vont de plus en plus s'interroger sur son degré de préparation au poste suprême. Marine Le Pen non plus n'a jamais exercé de fonction officielle, mais elle a une sorte d'expérience en politique qui lui donne de la densité, qui fait qu'elle est relativement rassurante. Chez Jordan Bardella, il y a le double effet de son absence d'expérience et de son jeune âge. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut inquiéter un certain nombre de Français qui se sentent proches des idées du Rassemblement national, qui souhaiteraient qu'il y ait une inflexion profonde sur de la politique migratoire en France, une politique plus répressive contre la délinquance, mais qui se demandent si Jordan Bardella est l'homme de la situation. Donc, tout le sujet pour lui, ça va être de rassurer. Quand on regarde justement effectivement l'électorat du Rassemblement national, est-ce qu'il vous semble que le RN a plus de chances de l'emporter si Jordan Bardella est candidat ou si Marine Le Pen est candidate? Je pense que dans l'électorat du RN, c'est équivalent. C'est-à-dire que Marine Le Pen, avec une vraie intelligence politique qu'on voit rarement dans les partis, où en général le chef essaye de ne pas faire émerger trop vite de concurrents potentiels, elle avait choisi, en nommant Bardella tête de liste aux européennes, de le mettre sur orbite. Exactement, de le mettre sur orbite. Donc pour l'électorat du RN, c'est équivalent. Moi, mon sujet, c'est plutôt dans une stratégie de second tour, c'est-à-dire la capacité à ramener vers le Rassemblement national des gens qui n'auraient pas voté pour ce parti au premier tour. Alors effectivement, vous avez raison, il y a cette nuance dans le positionnement économique. Je pense que pour l'instant, ça c'est quelque chose de tellement subtil que les Français l'ont pas totalement capté. Le sujet, encore une fois clé, c'est la capacité à apparaître crédible pour une fonction aussi essentielle que la présidence de la République. Alors justement, la crédibilité de Jordan Bardella pour la fonction suprême, c'est la transition parfaite avec votre baromètre mensuel pour le Figaro Magazine, baromètre avec votre partenaire Verian qui calcule la cote de confiance et puis la cote d'avenir également des politiques. Justement, Jordan Bardella, on en parlait, il est toujours en tête, mais il baisse de 3 points. Est-ce qu'il perd, par exemple, il joue, c'est son inexpérience dans le domaine de l'international qui joue et qui explique peut-être cette baisse? Je ne suis pas certain parce que il n'est pas en première ligne sur ce sujet. Bien au contraire. On sait que le Rassemblement national a été accusé dans le passé d'être trop proche des positions de la Russie sur la politique étrangère. Et donc, il y a une vraie prudence. Non, je pense que c'est moins 3 points, c'est plutôt l'épaisseur du trait, ou alors c'est une fragilisation globale du parti avec le procès en cours.
Alors, à l'inverse, donc, cette séquence internationale qui permet à Emmanuel Macron de reprendre un peu d'oxygène, même si là aussi il s'agit de 3-4 points. Sa cote de confiance, il atteint 16% dans votre baromètre. Ça reste quand même pas grand-chose, mais c'est le signe que résister à Donald Trump, ça permet au moins de stopper l'hémorragie. Oui, je pense que ça n'est pas tant résister à Donald Trump que d'apparaître comme étant le défenseur de la paix dans une conjoncture difficile. De même qu'il y avait eu cet effet drapeau en 2022, où le premier tour de l'élection présidentielle avait été percuté par l'invasion de la Russie en Ukraine, et donc les Français se sont dit, mais on a besoin de quelqu'un pour nous protéger, et là, notamment le discours d'Emmanuel Macron à Davos, face à Donald Trump, il est apparu comme étant, là pour le coup, vraiment rassurant par les Français. Et je pense que c'est cet effet-là qui joue, et il est vrai que Emmanuel Macron est l'homme qui est le plus audible sur le plan international dans la période de tension actuelle, d'abord par son expérience, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'il est au pouvoir, ce qui fait de lui le plus expérimenté des grands responsables politiques européens, et puis aussi le fait que la France, quand elle parle, on l'écoute, parce que nous avons l'arme nucléaire, parce que nous avons une des rares armées du continent européen digne de ce nom, et je pense que même de façon inconsciente, il y a une forme de fierté des Français de se dire, bon voilà, on compte encore un petit peu, et Emmanuel Macron en recueille les fruits dans le barème des popularités. Mais vous aviez raison de le dire au début de votre question, ça reste quand même très très bas. Ça reste quand même très très bas, mais il s'en sort bien, Emmanuel Macron, parce que finalement le budget a été adopté cette semaine, Sébastien Lecornu est toujours là, et finalement le spectre de la présidentielle anticipée dont nous parlions il y a encore quelques semaines semble pour le coup totalement écarté. Oui, parce qu'effectivement, on a écarté ce qui était pour le président un péril immédiat, mais au profit d'une détérioration, certes un peu diffuse, de la situation économique française. Mais moi, je pense qu'il faut insister sur le prix à payer de ces calculs politiques et du fait qu'effectivement, le président a garanti une forme de stabilité, semble-t-il, pour les mois qui viennent, puisque le budget a été voté. Il y a dans le prochain Figaro Magazine un article sur le ras-le-bol des patrons. Ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas dans les baromètres de popularité. C'est un mécontentement et une inquiétude qui n'entraînent pas une motion de censure à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même très inquiétant pour le pays. Et le Figaro Magazine, justement, de ce week-end, un mot rapidement sur votre couverture, le grand retour des espions avec les coulisses de la DGSE. Et c'est vrai que, justement, le Parisien a révélé hier que leurs confrères de la DGSI, Sécurité Intérieure, ont interpellé justement le week-end dernier en Gironde des individus qui avaient loué un logement sur Airbnb, qui ont en fait installé une antenne parabolique et qui s'avèrent probablement être des espions chinois. Ça montre que cette question est brûlante d'actualité en réalité. Oui, parce qu'effectivement, plus les tensions internationales s'accroissent et plus les espions reviennent à la mode, entre guillemets. On l'a bien vu, on le voit en Iran, où le Mossad et la CIA ont infiltré de façon très importante, on le raconte dans notre dossier, les différentes arcanes du pouvoir. Et il y a aussi effectivement ce danger intérieur. Je pense qu'il est bon d'insister sur l'activité des Chinois dans ce domaine, parce qu'on parle beaucoup de l'activisme russe. C'est vrai que les Russes font de la désinformation, mais les Chinois, eux, ils sont sur un espionnage de fond, entre guillemets, en particulier économique, et celui-là n'est pas le moins dangereux. Et vous nous expliquez tout cela donc dans ce dossier, avec effectivement notamment une entrée sur l'Iran qui est vraiment passionnante. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On va rester en France pour le moment avec un autre sujet très présent dans le débat. Faut-il repenser complètement le système de l'audiovisuel public? C'est en tout cas ce que pense la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui était auditionnée ce matin par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. S'agissant de l'audiovisuel public, il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. Et le financement qui est aujourd'hui sanctuarisé par, notamment grâce aux 2 sénateurs via les Lafont que nous avons pu faire adopter avec une part de TVA sanctuarisée désormais, ça permet d'avoir un peu d'oxygène sur le financement garanti, mais il faut aussi qu'en face, il y ait une réforme structurelle. Tous les rapports parlementaires vont dans le même sens, quelle que soit la couleur politique. Il y a eu des rapports parlementaires depuis 10 ans,
toutes tendances politiques confondues, y compris des rapports de la Cour des comptes, des rapports financiers, des rapports administratifs. Tout le monde va dans le même sens, qu'il y a un impératif de réforme structurelle et d'organisation à mener. Bonjour Marguerite Frison-Roche. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes consultante en affaires publiques et vous avez fondé votre think tank dédié justement aux politiques culturelles. Ça s'appelle Disruptif, think tank duquel vous vous intéressez tout particulièrement à cette question devenue inflammable et sensible, cette question de l'audiovisuel public, à l'heure justement donc où la commission d'enquête continue ses travaux à l'Assemblée nationale. Le statu quo n'est plus une option concernant l'audiovisuel public. Il faut une réforme de fond, dit ce matin Rachida Dati. Est-ce que vous pensez, comme elle, qu'il faut refonder tout le système ? Je pense qu'il faut repenser complètement le système de l'audiovisuel public. En effet, on le voit depuis quelques années. Vraiment, il y a une opposition entre la droite d'un côté qui veut privatiser parce qu'elle ne se satisfait pas à la fois de la gestion budgétaire de l'audiovisuel public et d'une ligne qu'elle estime un peu trop à gauche, et à la fois un réflexe à gauche de vouloir sanctuariser l'audiovisuel public sans jamais se poser la question de à quoi sert l'audiovisuel public, quelle est la mission première, et notamment, si c'est un service public, qu'est-ce qui relève du régalien, qu'est-ce qui n'en relève pas, qu'est-ce qui peut relever du privé et qu'est-ce qui n'en relève pas. Vous dites, au fond, l'audiovisuel public ne se pose pas cette question. Pourquoi ? Je pense qu'il y a eu une tendance générale depuis des années à augmenter les chaînes, à augmenter les programmes de diffusion, et on a peut-être perdu le sens premier de l'audiovisuel public, et on a du mal à définir une doctrine, comme on peut le faire dans des tas de secteurs stratégiques de la France, pour la géopolitique, pour l'énergie. On n'est pas capable de définir, ou en tout cas on ne s'est jamais astreint à le faire depuis des décennies, quel est le rôle de l'audiovisuel public et quelle est sa mission. Et dans la mesure où la mission n'est plus claire, je pense que la plupart des doutes des Français concernant le but et l'efficacité de l'audiovisuel public vient de là. Est-ce qu'il faut pour autant, selon vous, remettre en cause le fait que l'audiovisuel public soit un service public ? Rachida Dati ce matin, elle qui plaide justement pour une réforme d'ampleur, et vous êtes d'accord avec elle là-dessus, mais pour autant, elle ne jette pas d'un revers de main le fait que nous ayons un service public malgré tout de l'audiovisuel. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il faut un service public d'audiovisuel, un service d'audiovisuel public, pardon. Et c'est d'ailleurs un mouvement qu'on observe un peu en Europe, partout ailleurs. On l'observe à la BBC, on l'observe au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse. Je pense que c'est une mission importante et que certains domaines du régalien se retrouvent dans l'audiovisuel public, à savoir des missions d'information, des missions de culture, des missions de transmission de la vie publique, comme peut le faire Public Sénat par exemple, transmission des débats politiques. C'est quelque chose que le privé n'assurerait pas à faire parce que ça n'est pas rentable, et parce que pour moi ça relève à la fois des intérêts français, de la défense des intérêts français et des questions de souveraineté. Pour autant, tout le reste, et parce que l'audiovisuel public, en tout cas en France depuis 30 ans, c'est vraiment diversifié, est allé sur le terrain du divertissement, etc. Je ne pense pas que ça relève de l'audiovisuel public. Donc je pense qu'il faut garder et définir très précisément quelles sont les missions de l'audiovisuel public qui sont payées avec l'argent des Français, et tout le reste qui peut basculer dans une logique de privé et de concurrence doit le faire. On apprend ce matin que la directrice de Radio France, Adèle Fondrette, quitte la station, quitte la direction de France Inter. Elle sera remplacée par Céline Pigalle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il faut y voir une conséquence directe justement de cette commission d'enquête ? Je pense que la commission d'enquête est en train de bouleverser complètement notre rapport à l'audiovisuel public. C'était un sujet qui, à mon avis, était en germe depuis un moment. On en avait beaucoup parlé au moment de la suppression de la redevance, mais c'est devenu un sujet incontournable. Et moi qui travaille dans les sujets culturels, je vois que c'est le seul sujet qui occupe vraiment les Français, parce qu'on est arrivé à un point de rupture où on se demande à quoi servent ces fameux 4 milliards qu'on dédie à l'audiovisuel public, quelles sont les missions. Et je pense que tout est en train de se réorganiser parce que la commission d'enquête actuelle est en train de mettre en lumière des dysfonctionnements, des problèmes on apprend des chiffres assez considérables, on pourra y revenir, mais le fait qu'il y ait 9000 salariés à France Télévisions, dont 30% seulement sont des journalistes, on apprend des conflits d'intérêts avec des sociétés de production, on a des doutes sur la ligne éditoriale qui est peut-être parfois un peu trop partisane, ou en tout cas qui manque de pluralité. La commission d'enquête est là pour mettre en lumière un certain nombre de choses, c'est le propre d'une enquête d'ailleurs, elle met en lumière un certain nombre de choses, et je pense que naturellement les Français vont reconsidérer leur rapport à l'audiovisuel public, et si les Français sont pour quelque chose, dans l'opinion publique, les politiques publiques et les politiques eux-mêmes vont forcément s'adapter. Alors en tout cas, les Français suivent cette commission d'enquête avec beaucoup d'intérêt. Peut-être également qu'ils se disent comme nous qu'il y a certains échanges qui sont quand même assez
assez dingue, assez fou, et on le voit depuis le début de cette commission, avec donc le rapporteur Charles Aloncle, le député Charles Aloncle, député UDR, et puis le président de la commission d'enquête, Jérémy Patry-Létus, député Horizon du Calvados. Et on va d'ailleurs voir cette nouvelle passe d'armes hier après-midi, séquence un peu lunaire, vous allez voir. Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, plus de 50%. c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez une plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. Merci. C'est tout ce que je dis, et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes à... Voilà, séquence qui a beaucoup tourné évidemment sur les réseaux sociaux, et des séquences comme celle-là. Alors celle-là était particulièrement forte, mais c'est vrai qu'il y en a énormément depuis le début de la commission. Pourquoi ce sujet est-il aussi sensible et aussi inflammable ? En dehors de la passe d'armes à laquelle on vient d'assister, qui pour moi est plus de l'ordre du show politique et de vouloir quitter la séance, je ne suis pas sûre que ça serve vraiment le travail d'enquête sérieux de la commission d'enquête. Je pense que le sujet est inflammable parce qu'il est éminemment politique, et parce que, encore une fois, les missions du service audiovisuel public ne sont pas claires, et on n'arrive pas à savoir ce qui relève de l'intérêt de l'État. Et donc typiquement, quand il soulève le sujet d'une société de production dont les capitaux sont détenus majoritairement par des Américains, c'est une question de souveraineté. En l'occurrence Media One. En l'occurrence Media One, exactement. C'est une question de souveraineté. Quand on parle de service public, est-ce qu'on s'en remet justement à des sociétés qui sont en partie détenues par les Américains? Je ne suis pas sûre que les Américains feraient le même genre d'erreur. Mais je pense que le sujet est inflammable parce que, et notamment pour les personnes de droite, il y a un sujet de biais idéologique, je pense, sur le service public, en dehors de la mauvaise gestion de l'argent public, qui est un sujet inflammable en soi, je pense, pour tous les Français, mais un sujet de biais idéologique, et de se dire, mais dans quelle mesure le service public ne devrait pas être plus neutre? Et on a du mal à définir cette neutralité. La neutralité parfaite n'existe pas, a priori, mais au moins de tendre vers plus de partialité, de pluralisme sur les chaînes, serait sans doute préférable. La société Media One étant donc une société de production qui fournit un certain nombre de contenus diffusés sur les antennes de France Télévisions. Alors, c'est vrai que vous parlez d'une séquence éminemment politique, et on apprend là aussi cette semaine, justement par la voix du président de cette commission, Jérémy Patry-Létus, qui était donc sur la droite de l'écran, et qui, on apprend qu'il a demandé à ce que Vincent Bolloré soit auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quand même deux courants qui s'opposent dans cette commission, le député UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, Charles Aloncle, avec le député Jérémy Patry-Létus d'Horizon. C'est devenu la droite contre la gauche, en fait, cette commission d'enquête? C'est en tout cas l'image que ça donne. Et puis quand vous voyez les auditions avec toutes les personnes qui passent, on avait Léa Salamé il y a quelques jours, on voit bien qu'il y a une opposition et que le débat devient éminemment politique, du fait que Charles Aloncle, en effet, est identifié de l'UDR, et que la plupart des personnes qui sont auditionnées sont plutôt identifiées, ou en tout cas ont affiché certaines sensibilités à gauche. Qu'est-ce qui fait que cette commission, finalement, sera réussie? Qu'est-ce qui doit en sortir, selon vous, qui, justement, avez étudié le sujet? Vous avez également étudié ce qui se passait à l'étranger, ailleurs en Europe, on va en parler. Qu'est-ce qui doit sortir de cette commission? Pour moi, c'est une clarification, déjà, du fonctionnement
de l'audiovisuel public. Je pense que beaucoup de Français n'étaient pas forcément au fait du fonctionnement de... ils ont payé une redevance pendant des décennies, on a arrêté cette redevance il y a quelques années, et puis maintenant on n'a peut-être plus trop en tête quels sont les chiffres, les fameux 4 milliards, je le disais tout à l'heure, mais c'est un chiffre qui revient en boucle maintenant. Je suis pas sûre qu'il y ait quelques mois encore, on savait exactement combien coûtait l'audiovisuel public. La répartition aussi, quelle est la part pour France Télévisions, c'est 2,7 milliards entre autres, alors que quelque chose comme Arte, ça va être 300 millions. Il y a une mission d'information et du fonctionnement en interne. Je disais aussi le fait que France Télévisions a 9000 salariés et que seulement 30% d'entre eux sont des journalistes, c'est quelque chose qui n'était pas, je pense, connu du grand public, à commencer par moi, je ne le connaissais pas il y a encore quelques mois. Ensuite, toutes les choses tous les sujets de conflit d'intérêts, du fonctionnement en interne, des temps de parole, des différents partis ou des différentes affiliations politiques. Je pense que cette commission d'enquête, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est une enquête et elle va permettre d'aller lever le voile sur un fonctionnement, à mon avis, assez opaque de l'audiovisuel public et de poser un vrai sujet pour ensuite se réinterroger, comme le disait Rachida Dati, sur une réforme profonde de l'audiovisuel public et être capable de se dire à quoi sert l'audiovisuel public. Et normalement, ça devrait faire consensus parmi les Français. Pourquoi cette crise éclate-t-elle maintenant, selon vous ? Je pense que c'est, en tout cas ce que j'ai observé, c'est que c'est un mouvement qui est européen. C'est-à-dire qu'on l'observe depuis à peu près une vingtaine d'années et très très fortement depuis une dizaine d'années. On l'observe au Danemark, on l'observe aux Pays-Bas, on l'observe en Suisse. Je pense qu'il y a un momentum où peut-être l'audiovisuel public est arrivé à un moment de bascule où on ne pouvait plus se tromper sur les chiffres. Tout devenait vraiment évident. Je pense que la commission d'enquête est évidemment le fait déclencheur. Et il y a un sujet, à mon avis, très prégnant, qui est les finances publiques en France sont désastreuses, on le sait. Je pense que quand on passe sur des sujets de culture, on se dit, bon, est-ce que vraiment ces 4 milliards sont justifiés ? Est-ce que vraiment il n'y aurait pas certains services qu'on pourrait déléguer au privé dans un contexte de tension budgétaire et on le sait, on va devoir faire d'énormes économies, donc ça pourrait commencer par là. Je pense que c'est d'autant symbolique, mais à la fois très attendu des Français. Et très concret, bien évidemment. Vous avez publié une note d'ailleurs récemment dans le cadre justement de votre think tank disruptif et dans lequel vous développez cette réflexion par rapport aux autres pays d'Europe, à ce qui s'est passé notamment en Angleterre, mais également ailleurs. Et vous dites qu'au fond, vous expliquez que en fait, cet aggiornamento du service de l'audiovisuel public, en réalité, beaucoup d'autres sont passés par là avant. Beaucoup d'autres sont passés par là, peut-être avec moins de débats aussi houleux. Je pense que c'est un sujet particulièrement très tendu en France, ça l'est moins dans les autres pays. On prend souvent le modèle de la BBC. La BBC, depuis en fait 20 ans, non seulement a réduit ses coûts, a externalisé ses productions, donc ça fait écho au sujet de Media One, et aussi a recentré sa ligne éditoriale sur la culture, la transmission de l'information et la transmission de grands événements nationaux et internationaux. Vous avez le même exemple au Danemark, où ils ont réduit en 5 ans 20% de leur budget, et pareil, ils se sont concentrés sur ce qu'ils estiment être la mission première de l'audiovisuel public, à savoir la culture, la transmission de l'information, et en l'occurrence pour les Danois, plus de contenu de la langue danoise, donc une promotion culturelle danoise. C'est donc ce modèle-là qu'il nous faudrait suivre selon vous ? Moi, je pense que c'est un des modèles à suivre. Et je pense qu'il y a quelques on va dire, structures dans l'audiovisuel public qui marchent très bien. Je prends l'exemple d'Arte, je prends l'exemple de France Culture, je prends l'exemple de l'INA, qui est la mémoire audiovisuelle. Et ça, pour moi, ça doit dépendre du public, dans la mesure où c'est quelque chose d'assez stratège et c'est plutôt à l'État de le détenir. Des chaînes comme Public Sénat, par exemple, qui font le travail de suivi de l'information et de suivi de ce qui se passe dans les assemblées. Je ne suis pas sûre que ça doit revenir au privé pour une question très simple. 1, ça touche aux intérêts de la France et à des questions de souveraineté. Et 2, parce que ça ne serait pas rentable dans le privé. En revanche, tout ce qui touche au divertissement, tout ce qui touche à ces sujets sur lesquels France Télévisions notamment s'est énormément déployé ces dernières années et qui, selon moi, n'a rien à voir avec le service audiovisuel public, ça on pourrait le mettre à la concurrence au privé. Sur toute cette question de l'offre culturelle qui devrait être propre au service public et auquel il devrait au fond pas s'y cantonner, mais enfin en tous les cas prioriser vraiment ce domaine-là, ça résout pas la question de la crise de la représentativité que nous évoquions tout à l'heure. Quand vous parlez de la crise de la représentativité, c'était dans le pluralisme sur... Absolument. Oui.
Je pense qu'il n'est pas impossible, comme on le demande à des fonctionnaires, d'avoir une certaine neutralité, comme on demande, à des services hospitaliers d'avoir une certaine neutralité. On peut essayer de le faire avec l'information. Si vous comme Public Sénat, si vous, vous transmettez des débats qui sont à l'Assemblée nationale, a priori, il n'y a pas besoin d'avoir une grande partialité pour le faire. Il y a une mission, c'est pour ça, d'information, mais encore une fois, ce serait à définir très précisément, qui permet à chacun des journalistes d'avoir une certaine neutralité. Et ensuite, rien n'empêche que des chaînes privées s'ouvrent ou des radios privées s'ouvrent, qui soient plus des chaînes d'opinion, et d'ailleurs on voit déjà que c'est ce qui est en train de se faire. Mais on peut imaginer un service public qui soit plutôt orienté vers l'information. Encore une fois, l'information ne peut pas être complètement neutre, mais on peut tendre vers une forme de neutralité. Il y a une question qui revient toujours en toile de fond, c'est celle de la privatisation, et il y a eu un précédent, on évoquait ce qui s'est passé en Europe, mais on peut aussi parler de ce qui s'est passé en France avec TF1 qui a été privatisé. Vous pensez que c'est pas forcément cet exemple-là qu'il faut suivre, il faut garder un service public, encore une fois? Je pense que TF1, c'est un premier phénomène. Au départ, l'audiovisuel public est né du fait est entièrement financé par l'État, parce que c'était des infrastructures extrêmement coûteuses et seul l'État pouvait se permettre d'investir dedans. Pour le privé, c'était pas rentable. À partir des années 80, ça change, et c'est le premier exemple avec TF1 en 87 qui est privatisé. Désormais, on n'est plus du tout dans la même logique. C'est-à-dire qu'on pourrait en effet tout privatiser parce que ce sont des entreprises rentables en soi. Pour autant, je pense que ça n'est plus la question. On peut privatiser beaucoup de choses, mais tout privatiser me paraît être une erreur. Je pense qu'un service public, un service audiovisuel public s'impose quand même. Il y a également d'autres solutions, la question d'une holding, la question de la fusion également entre Radio France et France Télévisions. Est-ce que vous pensez que ce sont des solutions qu'il faut étudier? Je pense qu'il faut étudier toutes les solutions à ce stade, et a fortiori, on est dans une période, encore une fois, compliquée en termes de finances publiques, et il faut étudier des vraies réflexions sur la diminution des coûts. Je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans l'expansion à la fois des missions et donc des coûts, que c'est a priori assez mal géré. Je pense que la commission d'enquête sera assez claire pour dévoiler des tas de gabegies financières autour de l'audiovisuel public. Mais pour autant, je persiste et signe, je pense qu'il faut garder un peu d'audiovisuel public. Quelles sont les auditions, et ce sera ma dernière question, vous qui suivez cette commission de très près, quelles sont justement les auditions que vous allez suivre avec encore plus d'assiduité, j'allais dire, et qui en tous les cas font partie de ces auditions dont on se souviendra et qui auront un impact majeur justement dans le rapport final de cette commission? Alors je pense que je suis la commission de très près depuis le début. Je pense que celle qui m'intéresse le plus, c'est peut-être celle et qui a eu lieu entre hier et aujourd'hui, des principaux ministres de la culture. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est cette incapacité à ne pas avoir pensé l'audiovisuel public et ne pas avoir pensé une réforme de long terme. C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est que la plupart des ministres de la culture ne sont pas capables de penser une vraie politique de long terme concernant la culture et de se dire c'est quoi le plan à 50 ans, comme un livre blanc, comme on le fait dans la défense et dans un tas d'autres sujets que j'estime stratégiques. Je ne suis pas la seule à l'estimer stratégique. Je pense qu'on est toujours en train de se dire est-ce qu'on réforme un petit peu, des réformes à la marge. On est incapable de repenser le sujet dans son intégralité et de se dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qu'on doit faire. Et je pense que la commission d'enquête va beaucoup aider pour ça. Merci Marguerite Frison-Roche, merci beaucoup. Merci. D'avoir été avec nous. Je rappelle votre think tank, ça s'appelle Disruptif et on retrouve vos notes évidemment sur votre site internet et on continue quant à nous évidemment de suivre ces auditions, donc cette commission qui doit durer encore plusieurs mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revenir à la politique au sens strict à présent, à l'heure où la présidentielle, vous le savez, approche de plus en plus. La droite n'a toujours pas désigné son candidat, ni même la véritable ligne directrice en réalité que devra prendre la campagne. Mais depuis plusieurs années maintenant, à droite, il y a un héritage que beaucoup de monde revendique, celui du RPR de Jacques Chirac. Alors la droite doit-elle vraiment s'en inspirer? Et puis, qui peut incarner ce RPR 2.0? On en parle tout de suite avec l'historien Pierre Mananti. Alors, est-ce que pour vous, Jordan Bardella, c'est un petit gars du RPR? Non. Et pour une raison toute simple, c'est qu'un parti qui explique qu'on ne va pas baisser la dépense publique, qui ne veut pas arrêter l'assistanat, qui explique qu'il n'est pas de droite, pour moi, ce n'est pas le RPR. Si vous voulez être de droite, il faut être de droite sur la sécurité, il faut être de droite sur l'immigration, il faut être de droite contre l'assistanat, il faut être de droite sur l'économie. Si on voit sur la longue durée des 40 dernières années, à droite, il y avait le RPR, parti bonapartiste, patriotique, social, et il y avait l'UDF, parti européiste, et plus décentralisateur. Voilà. Tout ça a été confondu dans un même mouvement. Aujourd'hui, on voit bien, moi, je fais renaître le RPR et Édouard Philippe fait renaître l'UDF.
Donc LR n'a plus de raison d'être. Aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu ce qu'a été le RPR, un grand parti populaire. Le premier parti de France qui a la confiance des Français. Bonjour Pierre Mananti. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes spécialiste du gaullisme et de la Ve République. Vous avez déjà publié un certain nombre d'ouvrages remarqués sur le sujet et vous êtes de nouveau en librairie ces jours-ci avec ce livre, cette enquête sur un parti politique qui suscite une nostalgie rare. Et d'ailleurs, on vient de l'entendre. Hein. Le RPR, une certaine idée de la droite aux éditions passées composées. Alors c'est vrai que là, vous allez faire sortir un peu les mouchoirs à tous ces responsables politiques de droite, les LR bien sûr, mais également le RN ou l'UDR d'Éric Ciotti que nous entendions à l'instant. Presque tous, c'est vrai, se revendiquent du RPR aujourd'hui, tentent en tout cas de capter l'héritage du grand parti de Jacques Chirac. C'est ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? Oui, alors vous avez dit le mot grand parti. C'est vrai que dans l'histoire de la droite contemporaine, il y a évidemment la figure tutélaire du général de Gaulle, qui ne s'en réclame pas aujourd'hui. Et puis, le deuxième grand personnage qui a fait gagner la droite et qui a su pendant 25 ans marquer la vie politique française, c'est Jacques Chirac, avec un parti, une machine qu'il a amené jusqu'au pouvoir, qui est le RPR. Alors grand parti parce que c'est quand même 885 000 adhérents en 1986, donc à son sommet. À son sommet. Et c'est vrai qu'on est loin, c'est 8 fois plus en fait que les Républicains aujourd'hui. Tout à fait, oui, qui sont revenus à peu près à 100 000 adhérents au moment du match Vauquier-Retailleau. Donc ça explique peut-être cette nostalgie effectivement. Ça explique cette nostalgie. C'était aussi l'époque d'un chef unique, simple à trouver. Jacques Chirac, un chef qui savait cheffer, selon la formule, là où aujourd'hui il y a plutôt une myriade de princes qui cherchent à s'imposer. Et c'est vrai que c'est devenu un argument électoral. Hein. Alors on l'a vu en 2022 avec Éric Zemmour qui revendiquait clairement être le candidat du RPR. Jordan Bardella, lui, eh bien, il parle de la filiation qu'il y a dans le programme du Rassemblement national avec celui du RPR, en tout cas sur les questions de sécurité, d'immigration. Stratégiquement, aujourd'hui, se revendiquer du RPR, ça paye ? Alors oui, parce que c'est le parti de la droite sociale, populaire, souverainiste, donc au fond une droite qui fait passer en priorité les intérêts des Français, une droite qui sait ne pas oublier qu'elle compte aussi sur un vote ouvrier, un vote des classes moyennes, et c'est d'ailleurs l'ambition du Rassemblement national aujourd'hui de se mettre dans ses pas, de se mettre dans ce créneau que la droite classique a abandonné. Si on prend un pas de recul, la plupart des partis ont fait finalement tous un pas vers la gauche. Lorsque le RPR est devenu l'UMP au début des années 2000, il s'est allié avec les centristes, il a pris des positions sur l'Union européenne, plus europhile, des positions plus libérales sur l'économie, et donc il a laissé à sa droite un espace, cette droite nationale, sociale, populaire, aujourd'hui que à la fois la gauche des Républicains veut retrouver, je pense à quelqu'un comme Xavier Bertrand, et puis à la fois que la gauche du Rassemblement national veut occuper. Vous évoquiez Jordan Bardella il y a quelques instants. C'est vrai que quand on parle du RPR aujourd'hui, ça peut paraître assez cocasse parce que se revendiquer du RPR, alors même qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour toutes les jeunes générations, eh bien, le RPR, ça veut rien dire. On parle d'un parti qui a disparu il y a quoi, 24 ans, 25 ans presque. Ça veut dire quoi être le candidat du RPR et quel est justement ce corpus idéologique ? Alors vous savez, moi, le livre est sorti il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Je suis assez stupéfait et très agréablement surpris de la nombreuse présence des jeunes. Parce qu'il y a une vraie nostalgie RPR. Le RPR, c'était le dernier grand parti de droite qui a amené Jacques Chirac à gagner 2 fois à une élection présidentielle. Donc on y cherche une sorte de formule magique pour faire gagner la droite. C'était le parti qui savait allier le bourgeois et le prolo, un Philippe Séguin, turbulent gaulliste de gauche, et un Édouard Balladur, figure de la droite libérale. Donc c'est un peu ça aujourd'hui qu'il y a derrière la nostalgie pour le RPR. C'est comment la droite a-t-elle su trouver la formule magique pour réunir suffisamment de monde derrière elle et finalement gagner. Et vous avez effectivement cette expression que vous citez qui vient de 2 journalistes. Le RPR, c'était une mosaïque où se côtoyaient le grand bourgeois et le smicard. Oui, et c'était la force de Jacques Chirac d'avoir su réunir derrière lui, peut-être aussi parce qu'il avait une malléabilité programmatique. Le RPR est un parti qui a beaucoup évolué, c'est ce que j'ai voulu raconter dans cette histoire. On est passé d'un travaillisme à la française en 1976, lorsque Jacques Chirac le crée, à un grand parti libéral, et puis dans les années 90, sous l'influence du retour de gens comme Philippe Séguin, Charles Pasqua, au retour à une droite sociale, une droite souverainiste. Donc il y a eu différents courants, différents moments de l'histoire du RPR, mais il a toujours su, derrière Chirac, allier derrière un nom, derrière une personnalité, et rassembler différentes composantes. Alors, il y a un homme qui a jeté un pavé dans la mare récemment, c'était quand même Nicolas Sarkozy, qui dit dans son dernier livre que Jordan Bardella lui fait penser au RPR du temps de Jacques Chirac. Et il dit qu'au fond, Bardella aujourd'hui parle comme il parlait à l'époque au RPR. Est-ce qu'aujourd'hui, le RN peut prétendre être une sorte de RPR 2.0 ?
Alors c'est une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre, d'autant qu'il faut rappeler que Nicolas Sarkozy a été une personnalité centrale de cette histoire du RPR, avant de créer l'UMP qui a été sa propre machine de guerre, mais il a eu pendant très longtemps des responsabilités chez les jeunes RPR, puis dans les instances du parti. Donc il sait de quoi il parle. Son jugement, voilà, est celui de quelqu'un qui a vécu cette période. Pour autant, sa déclaration a fait couler beaucoup d'encre, parce que le Rassemblement national reste l'héritier du Front national, un parti qui s'est opposé au général de Gaulle, un parti auquel Jacques Chirac lui-même s'est opposé. Donc l'ADN du RPR s'opposerait plutôt à une revendication par le Front national, mais objectivement, Jordan Bardella, aujourd'hui, dans son positionnement politique, y compris dans son positionnement personnel, dans l'éthique de langage qu'il peut avoir, dans la manière de parler, de se présenter, de se positionner publiquement, essaie de reconquérir cet espace, et d'où la bataille homérique, ou en tout cas la bataille très dure qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les Républicains et le FN sur cet héritage du RPR. On parlait de l'héritage et puis du corpus idéologique également du RPR. Certains disent, au fond, le RN aujourd'hui est moins à droite que ne l'était le RPR à l'époque. C'est vrai, ça ? Oui, parce que les partis ont évolué. D'abord sur le plan économique, on voit bien aujourd'hui que LR, qui était sur le créneau d'une droite colbertiste, étatiste, a glissé vers une droite libérale, qu'incarne aujourd'hui quelqu'un comme David Lisnard. Là où le RN, qui peut-être avait plus cette approche libérale, justement, a glissé à gauche. Il y a eu l'accusation que lui ont fait les LR au moment du budget d'avoir créé de nouvelles taxes, de nouveaux impôts. Donc il y a une inversion des deux partis dans leur positionnement sur le champ politique et notamment sur les questions économiques. Pour autant, sur des sujets d'immigration, de sécurité, je crois que le RN reste aujourd'hui encore à droite des Républicains. Alors, ce livre, c'est un vrai travail d'enquête et c'est ça qui le rend vraiment, vraiment intéressant parce que vous êtes plongé dans les archives du parti. Vous êtes allé, je crois, au siège du parti et vous avez donc pu accéder à un certain nombre de documents. Vous êtes allé également aux archives de l'Assemblée nationale et puis aussi, vous avez pu obtenir un certain nombre d'entretiens avec justement les anciens responsables du RPR. Alors déjà, vous racontez que certains sont tellement nostalgiques qu'ils ont encore leur carte d'adhérent. Oui, alors je trouvais ça drôle et je voulais le partager avec les lecteurs. Donc c'est un travail évidemment d'historien dans les archives. C'est à peu près une cinquantaine d'entretiens avec des personnalités qui ont eu des fonctions nationales, des députés, des sénateurs, des anciens ministres. Et puis une cinquantaine d'entretiens supplémentaires avec d'anciens militants, d'anciens cadres départementaux pour savoir un petit peu comment fonctionnait le parti au quotidien. Et ce qui était drôle, c'est que cadres ayant eu une grande postérité politique ou simples militants, beaucoup ont conservé leur carte. Alors comme donc, qui par exemple je pense à quelqu'un comme Alain Juppé, je pense à d'anciens députés, d'anciens sénateurs qui aujourd'hui encore sont fiers de cette appartenance parce que c'est aussi la grande force du RPR et ça fait partie de la formule magique, c'est un parti auquel on appartenait pleinement. C'est une époque où on militait en famille, entre amis, c'était un lieu de sociabilité. Le monde a beaucoup changé ces dernières années, finalement on pourrait se poser la question, est-ce déjà un livre d'histoire ou est-ce une enquête ? C'était il y a 25 ans, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, mais la vie politique française a tellement changé, a tellement été transformée par l'irruption des réseaux sociaux, par une forme d'uberisation de la vie politique. Avant, il y avait un cursus honorum, on rentrait dans un parti, on y a été formé, on apprenait, on était accompagné toute sa vie. Et donc, il y a une sorte de sentiment d'appartenance au RPR que je n'ai pas retrouvé, en tout cas, dans d'autres partis politiques de la droite contemporaine. Alors, un sentiment d'appartenance, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce parti a évité toutes les querelles internes. Et c'est vrai que quand on pense aux Républicains aujourd'hui, souvent on se dit il devrait s'inspirer du RPR. Mais ça n'enlève rien en fait que le RPR a lui aussi connu ses dissensions. Puis il a évolué aussi petit à petit avec un positionnement peut-être un peu plus libéral, plus pro-européen également. Et ça a suscité un certain nombre de débats. Par exemple, en 92, au moment du traité de Maastricht, et là on voit que il y avait vraiment deux lignes qui s'opposaient et c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui chez les Républicains, sauf que le RPR justement a survécu à cela, et il a même fait mieux que survivre à cela. Il a ensuite pu propulser Jacques Chirac à la présidence de la République. Oui, alors ça tient d'abord à la personnalité de Jacques Chirac qui a su parce qu'il était lui-même, parce qu'il avait vécu, par son talent de meneur d'hommes d'abord, parce qu'il a toujours su résister, parce qu'il avait autour de lui une bande de quelques compagnons fidèles, Alain Juppé, Jacques Toubon, Jean-François Mancel. Je reviens sur tous ces personnages dans le livre qui ont été son fort à l'amour, qui ont tenu la forteresse RPR autour de lui jusqu'au bout, envers et contre tout. Même si certains lui ont fait quelques infidélités au moment de la campagne de 95. Ah, bien sûr, on peut penser à Édouard Balladur, son ami de 30 ans, comme il le présentait, qu'il avait laissé aller à Matignon en se disant que jamais il ne le trahirait, et puis que l'ivresse du pouvoir en paraît, qu'il s'est lui-même présenté. Donc certains l'ont quitté, mais il y a toujours eu un noyau dur autour de lui, Philippe Briand, Jean-Jacques de Peretti, des gens qui sont restés coûte que coûte autour de lui, malgré les frondes. Vous avez rappelé Maastricht, le tandem Pasqua-Séguin. On pourrait aussi parler des rénovateurs,
initiative en 89 des jeunes députés estiment que Chirac a déjà perdu 2 fois, en 81, en 88, et on trouve parmi la douzaine de jeunes députés un certain Michel Barnier. Donc c'est aussi ce qui était amusant dans cette histoire du RPR, c'était de retrouver des noms qui aujourd'hui encore ont pignon sur rue dans la vie politique française. Est-ce que le RPR aurait pu disparaître? Vous évoquiez effectivement ce mouvement en 89, mais également dont nous parlions, le mouvement de 93, 95, année quand même particulièrement houleuse. Le RPR aurait pu à ce moment-là disparaître totalement? Oui, alors il y a 2 moments de son histoire où vraiment on se pose la question de la survie du RPR. Il y a d'abord 1981. Jacques Chirac a créé un parti en 1976 pour s'opposer à la fois à la gauche mitterrandienne qui gagne en 81 et à Giscard, qui perd mais qui est au second tour de cette élection. Est-ce que le RPR doit continuer à exister? Et donc là, il y a tout un tas de tractations. Il y a ce moment décisif des municipales de 83 où Chirac va faire émerger toute une génération de jeunes talents. Patrick Bécani à Levallois-Perret, Jacques Vernier à Douai, Philippe Séguin à Épinal, Michel Nour à Lyon. Donc il va vraiment impulser une nouvelle dynamique à la droite, ce qui lui permet de faire survivre le RPR. Et puis il y a le moment 95, en fait, après l'élection présidentielle, la forteresse RPR s'est bien tenue derrière Jacques Chirac, n'a pas soutenu Édouard Balladur, est resté fidèle à son chef historique, mais c'était un parti qui avait été créé 20 ans auparavant, en 76, pour amener Jacques Chirac à l'Élysée. Il y est. Et donc on se pose sérieusement la question, que faire? Est-ce que le parti a toujours vocation à exister? Et d'ailleurs, le parti va être dans une forme d'inconfort de 95 à 97. C'était avant une boîte à idées, un espace bouillonnant de personnalités. Comment fait-on maintenant qu'on est au pouvoir? Est-ce qu'au fond, justement, puis le RPR finira ensuite en 2002 par devenir l'UMP, est-ce que justement, peut-être l'une des raisons de la crise, en tout cas des difficultés que rencontrent aujourd'hui les successeurs du RPR, et notamment chez les Républicains, c'est pas que finalement le RPR, il n'a pas survécu à son fondateur? Alors il n'a pas su, c'est vrai, vous avez raison, il n'a pas su se transformer, accompagner l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir. D'ailleurs, on voit une espèce de remontada du RPR en 97. Pourquoi? Parce que cette dissolution malheureuse, la victoire de la gauche, et donc le RPR retrouve son positionnement historique, celui d'un parti d'opposition, celui d'un parti qui se veut forteresse autour d'un Jacques Chirac attaqué par la gauche de Lionel Jospin. Et au fond, il va finir par se fondre dans d'autres partis, Démocratie libérale d'Anna Madelin, l'UDF de Giscard, puis de François Bayrou, parce que Jacques Chirac ne lui trouve plus d'identité et d'utilité en tant que tel. Et ça va être, je crois, la grande erreur de la droite, parce qu'en voulant créer ce UMP pluridimensionnel, cette UMP dans laquelle des courants que tout opposait depuis 25 ans et qui se retrouvent soudainement alliés, on ne pouvait pas effacer 25 ans de tension, et d'ailleurs elles vont à plusieurs reprises rejaillir. Et en ce sens, vous dites que la création de l'UMP a été une erreur politique, stratégiquement, électoralement parlant. En tout cas, elle a permis, si on parle d'un point de vue strictement électoral, à Nicolas Sarkozy en 2007 d'accéder, parce que donc, le calcul sur un plan strictement immédiat était réussi. Il n'y a pas eu plusieurs candidatures au premier tour, et donc on ne retrouvait pas les schémas de 81, de 88, de 95. Le nouveau parti a su faire l'unité derrière son chef qui était Nicolas Sarkozy. Mais intellectuellement, idéologiquement, et c'est aussi ceci que j'ai voulu montrer dans cette histoire du RPR, que le parti avait beaucoup produit, avait eu une doctrine très riche, avait fait des livres programmatiques, avait eu beaucoup de clubs de réflexion autour d'elle. On n'a pas su retrouver l'espace d'émulsion intellectuelle qu'avait été le RPR dans l'aventure de l'UMP. Et vous dites d'ailleurs, à un moment donné, vous citez cette citation, c'est cette phrase de Jacques Baumel, qui était donc le député maire de Rueil-Malmaison, et qui dit: le RPR, dernier héritier du général de Gaulle, n'est la propriété de personne, et le général n'a jamais prévu de le transformer en une machine à faire élire un candidat. Est-ce que c'est pas au fond quand même l'inverse qui s'est passé avec justement ce parti qui a été créé par et pour Jacques Chirac? Alors oui, d'abord on est dans un moment particulier où Jacques Baumel, soutien d'Édouard Balladur, s'oppose justement au fait que le RPR se mette derrière Jacques Chirac, alors même que les sondages sont plutôt en faveur d'Édouard Balladur. En réalité, lorsque le parti gaulliste est créé, du temps même du général, c'est d'abord une machine à campagne, c'est d'abord une machine électorale, mais c'est vrai que l'exercice a été poussé à fond par Jacques Chirac. Le parti gaulliste compte à peu près 200 000, 250 000 adhérents sous De Gaulle et Pompidou. Sous Jacques Chirac, c'est une machine militante, une machine populaire, tout entière tournée vers lui, y compris lorsque les sondages lui sont contraires. Je repense à cette campagne de 95 que vous évoquiez il y a quelques instants. Et c'est vrai que c'est toujours la même question. Est-ce qu'un parti, au fond, est fait pour survivre à son fondateur? Et c'est une question qui est toujours aussi actuelle, et que d'ailleurs l'on voit quand on parle du parti d'Emmanuel Macron, quand on voit que la France insoumise va également se poser à un moment ou à un autre. Est-ce qu'au regard de l'histoire, on peut avoir quelques éléments de réponse?
Je crois qu'un parti, c'est d'abord l'attachement à un homme, à une personnalité, et donc chaque personnalité amenant quelque chose de particulier. Non, le parti ne peut pas survivre à son fondateur. En tout cas, c'est très difficile. Alors, il y a des contre-exemples. À gauche, on pourrait regarder le cas du Parti socialiste, mais à droite, je pense que la culture du chef, la culture de la loyauté au meneur d'un parti politique fait que les grandes personnalités qui se sont imposées se sont aussi imposées en créant leur parti. Merci Pierre Malanti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette histoire du RPR, cette certaine idée de la droite, pour reprendre évidemment l'expression consacrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Livre très intéressant avec le sens du détail et puis également beaucoup d'anecdotes glanées auprès des premiers concernés, donc ces anciens poids lourds du RPR que vous avez rencontrés tout au long de cette enquête. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Vincent Roux dans Point de vue. Excellent après-midi à tous.